Des firmes développent des produits, enfin souvent achètent des licences à des startups, développent le produit, il arrive à l'AMM qui est déjà un premier paradigme un peu opaque, hein. Et puis après, il y a des assurances qui décident ou pas, alors des assurances ou des États, qui décident ou pas que le médicament ait un accès au marché. Et vous devez être au courant qu'en ce moment, le système est sous tension très forte, et à l'évidence, il va changer de paradigme dans les années, la décennie qui vient, parce que ça ne tient plus. C'est comme deux plaques tectoniques qui obéissent à des forces contraires, à un moment donné, ça craque. Alors là, l'idée, c'est que les gens anticipent le craquement, et comme on est maître de la plasticité des plaques, de décider que ça ne craque pas et que ça soit dans la souplesse que le changement se fasse. Alors, le problème, c'est que derrière l'évaluation du médicament, il y a vraiment des non-dits et de l'idéologie méthodologique. Ce qui, quand même, dans un domaine qui devrait être scientifique, est curieux, mais c'est la réalité. Par exemple, le fait de tirer au sort l'attribution des médicaments relève en partie d'une forme d'idéologie, et donc laisser randomiser aujourd'hui, ça place comme outil d'évaluation n'est pas complètement rationnel au regard de ce qu'il apporte comme information. Et c'est vraiment là, vous voyez, c'est quelque chose de très concret, c'est vraiment là un enjeu à la fois scientifique et citoyen qui est de dire, c'est notre devoir, hein, de dire, bon, aujourd'hui, voilà comment on fait, mais pourquoi fait-on comme ça? Et comment et peut-on faire différemment? Alors, pour ça, je vous propose de revenir en arrière sur comment on en est arrivé là, comment, en fait, historiquement, les modalités d'évaluation du médicament se sont concrétisées de cette façon. Alors, vous savez, aujourd'hui, la mode est de considérer qu'un bon soin est un soin intégratif, qu'il faut s'occuper de l'être humain sous toutes ses facettes, et la société nous reproche de ne pas le faire. Sauf que la société oublie souvent qu'il y a 3 ou 4 000 ans, le soin était un soin intégratif et qu'il ne marchait pas. Il y a 3 ou 4 000 ans, un chaman s'occupe des patients, ils ne les appellent pas comme ça, mais ça revient un peu au même, s'occupe des patients en tenant compte du cosmos, de la spiritualité, de la tribu, des plantes, du patient, de son corps, de son esprit, de tout. Et donc c'est complètement intégratif, mais si vous êtes en phase aiguë d'un infarctus du myocarde, il vaut mieux aller à Bicêtre que de rester dans la forêt amazonienne. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Alors, comment on est passé de la médecine intégrative chamanique à l'unité de soins intensifs cardiologiques de Bicêtre? Eh bien, par une focalisation progressive sur une biologisation progressive de la pensée médicale. Avec, d'abord, on a enlevé les dieux, hein, la médecine grecque reconnaît qu'une crise convulsive, que l'épilepsie, ça n'est pas une punition divine. Et puis, progressivement, donc, on a... Alors, c'était difficile de faire de la recherche biologique sur les sujets humains, parce que pendant longtemps, c'était un tabou. Les religions interdisaient de disséquer, par exemple, un être humain. Donc, on disséquait les animaux, mais les êtres humains, c'était pas possible. Et donc, il y avait des astuces. Par exemple, Galien était le médecin des gladiateurs. Et donc, en fait, il n'avait pas besoin de disséquer les êtres humains, il avait accès directement à ce qu'il y avait à l'intérieur des... et c'est vrai. C'est comme ça qu'il a vu que l'âme n'était pas... Enfin, que ça a confirmé le fait que la pensée n'était pas le produit du cœur, mais était le produit du cerveau, parce que quand un gladiateur recevait un coup dans la poitrine, ou il mourait, ou alors il n'y avait pas de séquelles neurologiques, enfin, ce que l'on appelle neurologique, sur son fonctionnement cognitif, mais que quand il prenait un coup sur la tête, alors ça pouvait mal se passer. Et puis, des gens ont fait, il y a eu le développement de l'anatomie, 500 à 1000 ans après, de l'anatomie microscopique, et puis on arrive à l'acmé de la recherche biomédicale, qui est le milieu du 19e siècle, avec Claude Bernard, symboliquement en France, un peu moins emblématique
dans le monde que chez nous, mais quand même, c'est quand même une figure de la recherche biomédicale internationale qui montre, comme vous le savez, que le foie fabrique du sucre, etc., 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 et qui structure la médecine occidentale, puisque à Bicêtre, à la faculté de médecine, on forme des pneumologues, endocrinologues, cardiologues, dermatologues, on forme des médecins spécialistes d'organes, ce qui est d'ailleurs une banalité sociale, mais qui pointe le fait que la médecine n'est pas intégrative, on ne s'intéresse pas aux patients, au sujet, on s'intéresse à ses organes, et c'est comme ça. Et c'est comme ça parce que, en s'intéressant aux organes, on a fait faire des progrès considérables à la médecine, considérables. Et alors du coup, comme il y a eu des progrès considérables, la pensée bernardienne a infiltré la pensée médicale. Et la pensée bernardienne est une pensée ultra positive, déterministe. Claude Bernard disait un truc très drôle. Dans son introduction à la médecine expérimentale, bon, je m'en souviens un peu par cœur, mais ça serait mieux si je retrouvais le texte exact. Il disait, bon, peu importe, il faut déterminer ce qui fait que qu'un malade d'une maladie donnée a guéri et qu'un autre malade de la même maladie n'a pas guéri. Une fois qu'on aura déterminé ça, on aura trouvé la cause de la guérison, et alors on aura atteint le déterminisme scientifique. Et ce n'est pas la statistique qui pourra y arriver. Jamais la statistique ne pourra expliquer la cause des maladies et en particulier l'efficacité des thérapeutiques. Il a écrit ça. Jamais la statistique ne pourra expliquer l'efficacité des thérapeutiques. Il était anti-statistique. Il disait par exemple que les statistiques c'était idiot, les statistiques c'était comme faire une analyse d'urine des urinoirs de la gare Saint-Lazare, que ça n'a aucun sens biologique, qu'on mélange tout. Donc il est dans une logique déterministe. Et donc au début, alors il y a ce qui s'est passé au XXe siècle, donc dans l'ère post-bernardienne, a été très bien étudié alors aux États-Unis, ça a été étudié aux États-Unis, par un historien de la médecine et des sciences qui s'appelle Henry Marks et qui a écrit un livre que je vous conseille, The Progress of Experiments, comment l'évaluation et la recherche médicale s'est développée entre les années 1900 et 1990. Et donc, la première moitié du XXe siècle, c'est progressivement une pensée bernardienne très présente qui va diminuer au cours du temps, et puis une pensée statistique qui va aller en crescendo, en parallèle, une pensée épidémiologique et statistique. Donc on part de Claude Bernard, le déterminisme, Pasteur, le modèle microbiologique, je trouve le microbe qui explique la maladie infectieuse, et donc je tue le microbe et le patient guérit. Et donc, comment j'évalue un médicament ? Si le médicament tue le microbe, alors il va guérir le patient. Oui, c'est une pensée complètement positive, mécanistique, extrêmement élégante, et donc qui fascine beaucoup les collègues, certains collègues. Alors, donc ça c'est début du XXe siècle, et puis en fait on se rend compte progressivement que c'est difficile de faire ça. C'est difficile parce que d'abord on ne comprend pas tous les mécanismes, d'ailleurs on sait aujourd'hui, bien plus tard, qu'on est loin de comprendre tous les mécanismes, mais donc à leur époque c'était terrible. Et puis qu'il y a des médicaments qui sont censés marcher, mais qui en réalité qui sont censés marcher en termes de mécanismes, mais qui en fait ne sont pas très efficaces dans la vraie vie avec les patients. Et donc il y a une tension entre les cliniciens de terrain et les cliniciens de laboratoire. Et puis là-dessus va se rajouter des problèmes éthiques avec le jusqu'au-boutisme expérimental qui a conduit pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, à faire des expériences sur des détenus dans les prisons américaines. Ces expériences permettaient de pousser le paradigme bernardien dans ses extrêmes retranchements, mais au prix naturellement, de dérapages qui ont été pointés très vite par les Américains, et qui a fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a dit attention, la pensée expérimentale de laboratoire a des limites. Et là, c'est là vraiment qu'il y a le chevauchement des deux paradigmes et qu'a émergé vraiment le paradigme statistique.
qui lui venait de la recherche en agronomie, avec dans les années 20-30, Fischer, le statisticien, qui a écrit son livre sur l'expérimentation en biologie et en agronomie, comment faire pour optimiser la recherche sur les semences des graines, et c'est lui qui dit, c'est lui qui propose de tirer au sort l'allocation, de couper les champs en petites parcelles et de tirer au sort l'allocation des graines dans les parcelles. Parce qu'avant, on ne faisait pas ça, avant on appariait, on prenait des parcelles identiques. Et il faut voir que la proposition de Fischer de tirer au sort a été violemment combattue pendant quasiment une décennie. Parce que les gens disaient, et c'est drôle parce que cet argument existe toujours aujourd'hui, je suis sûr que vous l'avez entendu, on tire au sort, mais si ça se trouve, le tirage au sort va mal marcher. Si ça se trouve, en tirant au sort, on va mettre, pour nous les patients, tous les patients mauvais pronostic d'un côté, tous les patients de bon pronostic de l'autre. Et à la fin, on aura une différence, pas parce qu'il y a un médicament qui est meilleur que l'autre, mais parce que le tirage au sort a déséquilibré les groupes. Plutôt que de tirer au sort, il faut apparier les groupes. L'appariement est bernardien, typiquement. En fait, l'appariement essaie de trouver, de faire à la limite, avec des souris KO, on a un appariement parfait. Apparier, c'est une espèce de façon d'avoir des patients qui sont pseudo-identiques. Mais on est dans une pensée biologique. Fischer, c'est vraiment pas ça. Je ne me demande même pas dans quelle mesure les patients sont similaires dans le groupe A et dans le groupe B. Je tire au sort, c'est tout. Et ça, finalement, même quasiment 100 ans après Fischer, il y a toujours des gens que ça interroge. Dans le New England Journal of Medicine, qui est la revue à plus gros impact factor de toute la littérature, il y a encore 5 ans, on comparait les caractéristiques des groupes à baseline dans les essais randomisés. Je suis sûr que vous lisez ces papiers. Vous avez, alors, on a toujours la description du groupe A et la description du groupe B. L'âge, le sexe, la tension artérielle, etc., etc., etc. Il y a 5 ou 6 ans, ou 10 ans avant, on avait à côté les petits p pour savoir si c'était déséquilibré, alors que c'est tiré au sort. Donc une fois sur 20, ça doit être significatif. Eh bien, les gens comparaient pour savoir si le tirage au sort avait marché ou pas. Et on a encore aujourd'hui des gens qui disent « Ah oui, mais alors, tel essai a montré, ou des industriels même qui disent « Oui, mais on n'a pas pu montrer qu'il y avait une différence. Oui, mais on avait un problème de déséquilibre des groupes à baseline. Un groupe avait des patients plus sévères. » Et ça, c'est la rémanence de la pensée bernardienne dans l'évaluation du médicament. En fait, quelles que soient les caractéristiques des groupes à baseline, même si vous avez tous les patients les plus graves d'un côté et tous les patients les moins graves de l'autre, la conclusion est la même. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. C'est choquant, mais c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que la pensée statistique, c'est exactement ça, c'est de dire « je ne sais rien sur les gens, je ne sais rien », c'est un déni de pensée pharmacologique. Je ne sais rien sur le médicament, je ne sais rien sur ce qu'il fait, je ne sais rien sur les patients. Donc je mets du hasard, je tire au sort, et je vais juste calculer la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui tout seul une différence au moins aussi importante que celle que j'ai observée. Et c'est tout. Et pourquoi ça marche ? Parce que ça a l'humilité de dire que ça ne sait rien, alors que l'appariement a la prétention de dire que c'est pareil, alors qu'en fait on n'en sait rien, bien sûr, puisqu'on apparie que sur les variables que l'on peut mesurer et que l'on connaît. Mais les groupes appariés sont toujours potentiellement différents, et donc on peut raconter des bêtises. Alors qu'en tirant au sort, on peut raconter des bêtises, mais une fois sur 20. Et on sait exactement combien de fois on peut raconter des bêtises. Alors, ce n'est pas un cours de statistique que je vous fais là, mais c'est juste pour vous montrer que la pensée est complètement différente. Complètement différente. La pensée EBM, Evidence-Based Medicine, qui est une pensée statistique, est une pensée en fait anti-bernardienne. À tel point qu'à la haute autorité de santé, il y a une doctrine implicite, officieuse, qui est que le mécanisme d'action d'un médicament ne doit jamais rentrer en ligne de compte pour son évaluation. Vous voyez, c'est la même chose,
c'est une réaction anti-bernardienne. Et ce qui est drôle, c'est que c'est faux. C'est qu'en fait, c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas ce qu'ils font. L'exemple caricatural, c'est quand on a eu à réévaluer des médicaments homéopathiques, alors là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que quand on a le mécanisme d'action, on fait semblant de ne pas le regarder. Quand on n'a pas de mécanisme d'action, alors les gens hurlent. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'action. Et en fait, l'évaluation du médicament aujourd'hui est en friction entre ces deux positions idéologiques, une position bernardienne qui est concentrée sur le mécanisme d'action et une pensée EBM qui est purement statistique et, sur le plan du principe, éloignée de toute considération pharmacologique et théorique. Donc après la Seconde Guerre mondiale, montée en charge des essais randomisés, mais en dehors du monde de l'évaluation du médicament institutionnel. Puisqu'en fait, l'évaluation du médicament institutionnel, donc en premier lieu la FDA, qui est la première institution de taille respectable qui a été créée pour évaluer le médicament, la FDA, donc début du XXe siècle, ils ont fait une étude historique d'eux-mêmes, ils ont payé un historien pour faire l'histoire de la FDA, et c'est sur leur site, c'est très bien fait. Donc début du XXe... En fait, pendant 50 ans, la FDA ne s'est intéressée qu'à l'évaluation des effets indésirables des médicaments. Parce que ça, c'est la première remarque d'ordre anthropologique. L'évaluation des médicaments pose des problèmes sociétaux, avant tout en termes de sécurité et pas d'efficacité. La société va se plaindre et va hurler si un médicament est mis sur le marché alors qu'il a des effets indésirables qui n'étaient pas prévus, que l'on mette sur le marché des médicaments qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas d'efficacité, ça ne déclenchera jamais un problème de santé publique de premier plan. Et donc du coup, la FDA a travaillé sur les scandales que vous devez connaître, l'élixir de sulfanilamide, un des premiers, un proto-antibiotique dont on a développé la forme pédiatrique au tout début du XXe siècle, et la galénique a été catastrophique, et ça a tué des dizaines d'enfants, et donc c'est là le premier jalon sécuritaire, et puis après tous les grands scandales, la thalidomide, etc., avec un durcissement de ça. Et c'est en 1976 que la FDA consacre l'évaluation de l'efficacité, en plus de la sécurité. Donc c'est quand même drôlement tard. Hein. C'est drôlement tard, parce qu'en fait, qu'est-ce qui faisait l'évaluation, qu'est-ce qui faisait l'appréciation de l'efficacité et de l'intérêt d'un médicament? Son succès commercial. C'est marqué. Commercial success alone is not enough. C'est-à-dire, en fait, si le médicament est vendu, c'est qu'il plaît aux gens et aux médecins. Donc, et aux pharmaciens. Donc, c'est qu'il doit marcher. Donc, en fait, nous, on garantit la sécurité, et après, le marché déterminera les médicaments qui sont intéressants. Ce qui, d'ailleurs, est toujours un peu dans la tête de certains collègues. On entend certaines firmes qui disent, mais de toute façon, si les médecins le prescrivent, c'est que ça marche. Et ce qui n'est pas complètement idiot non plus. Sauf que la part de variance expliquée par l'efficacité du médicament n'est que de 50%. Il y a 50% de marketing aussi, donc c'est quand même beaucoup. Donc en 1976, dans le milieu des années 70, la FDA dit qu'il faut évaluer aussi l'efficacité des médicaments. Et là, la FDA a un choix. Il faut bien qu'elle dise comment il faut faire. Et elle regarde autour d'elle ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est que les gens faisaient des essais randomisés. Et que ça marchait. Et donc elle dit, la méthodologie, c'est l'essai randomisé. Et ça a été donc ça paraît évident, hein. Aujourd'hui ça paraît évident. Il y avait des essais randomisés, la FDA a dit comment évaluer, on évalue en faisant des essais randomisés. Sauf qu'en fait, il y a eu là un choix méthodologique qui a orienté l'évaluation du médicament dans une direction épistémologique qui était complètement imprévue. C'est qu'en fait, les essais randomisés qui étaient faits depuis la Seconde Guerre mondiale, pourquoi étaient-ils faits? Pour savoir si les médicaments marchaient. On développait des médicaments et on se demandait
est-ce que le médicament marche, c'est-à-dire est-ce qu'il agit sur le patient, est-ce qu'il agit sur la maladie, hein. Et donc, comme en fait les histoires de mécanismes d'action ou les histoires d'agir sur la cause, en fait ça ne marche pas trop en médecine, hein. En médecine, le plus souvent, on ne soigne pas les gens en agissant sur la cause des maladies, hein. Quasiment jamais. Il n'y a que en maladie infectieuse qu'on fait ça. Mais en cancéro, hein, j'ai un cancer du poumon. Pourquoi? Parce que je fume. Ben, une fois que vous avez le cancer du poumon, vous pouvez fumer, hein. C'est plus le problème, hein. On va enlever le poumon. Quasiment toute la cardiologie, c'est pareil. Le cholestérol, d'accord. On va agir sur. Mais c'est de la prévention secondaire, hein. Quand on a l'infarctus, le cholestérol, c'est trop tard. On va dilater les artères. Donc, moi je dirais les 2/3 de la médecine, c'est pas sur la cause qu'on agit, c'est sur autre chose, quand on soigne. Donc du coup, cette pensée, c'est vrai, cette pensée d'agir sur la cause est une pensée qui fait bouger les connaissances en médecine, ça assurément, qui permet de faire des progrès à la médecine, assurément, mais qui est en fait assez éloignée de la pensée clinique. Et donc, du coup, les gens qui développaient des médicaments se demandaient, mais est-ce que ce médicament, est-ce qu'il marche? Et l'essai randomisé, ça sert bien pour savoir si le médicament marche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un placebo. On met un placebo, parce que si on met un placebo, si le médicament, dans l'asthme, il améliore le VEMS, alors c'est que le médicament, par rapport au placebo, alors c'est que vraiment le médicament, il a un effet sur l'asthme. Pareil dans le diabète, on va mesurer l'hémoglobine glyquée. Si c'est mieux que le placebo, on fait baisser le sucre dans le sang. Et donc, j'ai un médicament antidiabétique. Et en plus, c'est là que c'est intéressant, c'est que en plus quand même, j'ai besoin du mécanisme d'action. Et la meilleure preuve que j'ai eue de ça, c'est quand il y a eu l'évaluation de la Complia. Vous savez, le médicament de Sanofi qui était vaguement en lien avec les récepteurs au cannabis, etc. Il y a eu une discussion autour de est-ce que ce médicament, qui a été retiré du marché depuis, pour des effets secondaires psychiatriques, est-ce que ce médicament, qui faisait maigrir en fait, hein, c'est-à-dire en fait, l'idée c'était que en le prenant, la prise alimentaire était déclenchait moins de plaisir, donc on mangeait moins, donc on maigrit, donc on fait baisser l'hémoglobine glyquée, donc ça marche aussi chez les patients qui ont du diabète. Et donc, est-ce que ce médicament est un antidiabétique ou pas? Et donc, il a été décidé que non. Mais il y a eu le début du commencement d'un débat, parce que, et pourquoi? Il fait baisser l'hémoglobine glyquée. Il fait baisser l'hémoglobine glyquée. Donc, oui, mais il fait baisser l'hémoglobine glyquée, pas parce qu'il agit directement, mais parce que les gens mangent moins. Donc, c'est de la triche. Oui, c'est de la triche. On voit que la pensée, même si on est dans la pensée EBM, etc., même si c'est à la commission de transparence hyper EBM, quand même, un mécanisme d'action, c'est important. Donc, vous voyez, l'essai randomisé tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est est-ce que le médicament marche avec une petite arrière-pensée bernardienne, et le placebo, il est là pour ça aussi. En fait, on pourrait dire que l'essai randomisé versus placebo, tel qu'il est utilisé pour la phase 3, hein, l'objectif c'est de montrer que notre médicament, certes, il va faire quelque chose au malade, mais surtout, il ne relève pas du charlatanisme. C'est-à-dire, je fais vraiment quelque chose. Je fais quelque chose qui n'est pas que l'effet d'un placebo. Ça marche, vraiment. Je ne suis pas un charlatan. Or, la FDA, normalement, en tant qu'institution qui évalue les médicaments, institution nationale, normalement, sa logique, ça ne devrait pas être ça. Sa logique, ça devrait être, est-ce que ce médicament que me propose la firme, est-ce qu'il va être utile aux patients auxquels il va être prescrit?
Or, répondre à la question est-ce qu'un médicament est utile au patient, ça n'est pas du tout la même question que de se demander si le médicament fait vraiment quelque chose. Ce n'est pas la même question. Et d'ailleurs, derrière ce clivage, il y a vraiment quelque chose qui a un acte manqué. C'est que vous savez, on dit que l'AMM évalue le rapport bénéfice-risque et que s'il est positif, alors on donne l'AMM. Or, l'AMM n'évalue absolument pas le rapport bénéfice-risque. Elle évalue le bénéfice, pas si mal que ça, le risque, de façon très rudimentaire. En tout cas, la statistique n'est pas du tout prévue. Le dimensionnement des essais n'est pas du tout prévu pour évaluer les risques des médicaments. Le nombre de sujets à inclure est toujours déterminé pour l'efficacité, pas pour la sécurité. Et puis le rapport des deux, alors le rapport des deux est complètement en dehors du champ méthodologique d'une AMM. Hein. Si vous prenez le Roaccutane par exemple, donc le bénéfice, ça agit sur une acné particulièrement sévère, et le risque, c'est une hépatite fulminante une fois sur 100 000, et puis des troubles psychiatriques vraisemblables, mais dont on ignore la gravité et l'étendue. Comment mettre en balance une chance sur 100 000 d'avoir une hépatite fulminante avec une efficacité très impressionnante sur quelque chose qui est cosmétique? Qui peut prétendre scientifiquement faire une chose comme ça? Donc le rapport bénéfice-risque n'est absolument pas évalué par l'AMM, absolument pas. En tout cas, pas scientifiquement. Et d'ailleurs, c'est un vote, vous savez. Donc c'est quand même le niveau zéro de la science. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on a décidé d'évaluer le médicament. Et là, en fait, l'idée sous-jacente, c'est encore une idée libérale, que c'est le marché qui décidera du rapport bénéfice-risque en réalité. C'est-à-dire que l'AMM, la FDA, il y a une évaluation de la sécurité sur des modèles animaux, etc., etc. C'est que vous savez infiniment mieux que moi. L'efficacité, c'est-à-dire au moins on sait que la pilule, c'est pas un placebo, c'est-à-dire que c'est un truc qui marche vraiment. On n'est pas dans une médecine de charlatan, voilà. L'AMM garantit ça. Je ne suis pas dans une médecine de charlatan et j'ai quand même verrouillé un peu la sécurité. Maintenant, on laisse le médicament et le marché verra si le médicament est intéressant ou pas. Et là, depuis 10 ans, cette mécanique qui a quand même très très bien marché, cette mécanique s'est grippée. Pourquoi? Parce que il y a une loi des rendements décroissants sur l'évolution des médicaments, c'est qu'on a de nouveaux médicaments. Certains ont été de vraies révolutions, mais la plupart améliorent un peu l'état de santé des patients, mais avec un prix très important. Et alors là, du coup, les AMM sont donnés, parce que c'est vrai que ces médicaments sont assez sécures, et c'est vrai qu'ils apportent un petit plus, en général. Donc l'AMM est donnée, mais le médicament n'arrive plus sur le marché, parce que les assurances ne veulent plus l'acheter. Et donc du coup, on a maintenant un deuxième niveau d'évaluation du médicament, qui est le payeur, donc la transparence, le NICE. Aux États-Unis, ils le font moins bien que nous d'ailleurs, à cause de leur morcellement des assureurs. Donc on a un deuxième niveau d'évaluation du médicament qui change complètement et dont le pouvoir augmente considérablement par rapport à l'AMM. En 10 ans, on est passé d'une AMM avec un pouvoir énorme et des payeurs qui avaient un petit pouvoir à un renversement. C'est-à-dire maintenant, on voit les firmes commencent de plus en plus à développer leur méthodologie d'évaluation en fonction des payeurs, beaucoup plus qu'en fonction de l'AMM, parce qu'en fait, l'AMM, maintenant, on sait faire, on sait à peu près à l'avance qu'on va l'avoir. Or, un payeur, il a vraiment besoin de savoir si le médicament va être utile aux patients qui vont les recevoir. Et je dirais même plus qu'utile, ça va être coût utile. Et là, la méthodologie n'a plus rien à voir. Plus rien à voir parce qu'il faut que ça soit de vrais patients. Il faut que ce soit des patients dans le système de soins dans lequel le médicament va être remboursé. Et puis il faut là qu'on ait vraiment un rapport bénéfice-risque. C'est que là, les effets indésirables, les gens vont les subir et on va les mettre en balance avec les effets positifs.
Et donc aujourd'hui, alors on a des développements de méthodologie. La plus connue, c'est le coût par QALY, le coût par année de vie gagnée de bonne qualité, qu'utilise le NICE. Le NICE qui a trouvé le coût d'une vie humaine, qui est à peu près de 2 ou 3 millions d'euros, puisqu'on est à 30 000 livres par an, donc pour 90 ans, ça fait à peu près 2 à 3 millions d'euros. Et quand on regarde méthodologiquement comment le NICE calcule ses coûts par QALY, eh bien c'est indigent. C'est indigent parce qu'il part de données très dures, assez bernardiennes, quoi qu'on en dise, parce que souvent contre placebo ou sur des patients purs, vous voyez, homogènes, pas trop vieux, pas trop comorbides, etc., etc. En général, pas du tout recrutés en Grande-Bretagne, mais en Inde, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Donc on part de données assez propres, mais très expérimentales, et on les étire pour les généraliser à une population britannique comorbide, âgée. On va faire des comparaisons indirectes ou des méta-analyses en réseau par rapport à des produits qui sont déjà prescrits sur le... Bref, de données pures et de grande qualité scientifique, on arrive à des résultats complètement approximatifs. Et en plus, comment estimer des utilités, c'est-à-dire comment faire la part des choses entre l'hépatite fulminante et l'acné, etc. Mais pourtant, c'est ça qui détermine aujourd'hui le fait que le médicament arrive sur le marché en Grande-Bretagne. Et donc, du coup, c'est ça la tension qu'il y a. Il y a cette tension, c'est qu'aujourd'hui, on a le nez sur la réalité, c'est que l'évaluation du médicament est mal faite. Elle est mal faite parce que les règles de décision utilisent des données qui ne sont pas faites pour ces règles. Et donc, alors, que font les autorités? Eh bien, elles demandent aux firmes de faire encore plus d'études. Donc, les médicaments vont coûter encore plus cher. Donc, ce n'est pas possible, puisqu'ils coûtent déjà trop cher. Donc, du coup, eh bien, tout le monde est arrivé à peu près à la conclusion qu'il allait falloir, certes, faire des études différentes, mais qu'il allait falloir, en parallèle, enlever un pan de l'évaluation actuelle du médicament. Puisque si on fait des choses en plus, et que l'on ne peut pas faire payer plus d'argent parce que le coût du médicament est déjà prohibitif, alors il va falloir faire des choses en moins. Alors, quelle est la solution? Eh bien, en fait, il n'y en a pas 36. Quand on regarde les choses de loin, il va falloir supprimer les essais de phase 3. Donc, on va avoir une phase 1, une phase 2. On va avoir une pré-AMM qui sera donnée par une EMA, une FDA, qui auront été castrés, qui auront eu leur pouvoir qui va diminuer. Et sûrement que le pouvoir du mécanisme d'action va augmenter, parce qu'en fait, avec la phase 2, on n'aura pas assez de données cliniques pour pouvoir avoir suffisamment d'informations pour pré-lancer le médicament. Et puis, une fois qu'il y a cette pré-AMM, alors on va pré-lancer le médicament dans des centres spécialisés, alors sûrement à l'échelon européen. Et là, on aura de la pharmacoépidémiologie pendant 3-4 ans. Donc le médicament sera donné à des patients dans un cadre pseudo-expérimental. C'est-à-dire pas expérimental, ça sera du soin, mais du soin dans des centres experts avec un dossier bien informatisé, avec des bases de données qui seront analysées en continu, à la fois sur le plan du bénéfice et sur du risque, et même sur ce que vivent les patients, sur leur expérience du médicament et du soin en général, sur les interactions entre les différents soins, médicamenteux et non médicamenteux, et au bout de 3, 4, 5, 6 ans, avec sûrement une approche bayésienne, c'est-à-dire en amassant toute l'information disponible autour du médicament, quand on sera suffisamment sécure par rapport à ce que l'on sait du médicament, alors on décidera éventuellement de le rembourser s'il est suffisamment utile, et en tout cas de le proposer à l'ensemble de la population. Alors, alors là, quel est le frein en fait? Quel est le frein à ça? Le frein, il est économique. C'est qu'aujourd'hui, en fait,
on vit dans quelque chose qui est fou, hein. Quand on le dit aux journalistes, c'est vrai que tout d'un coup, ils réalisent que c'est fou. Mais aujourd'hui, on demande aux firmes qui vont gagner de l'argent avec les médicaments de les évaluer. C'est-à-dire qu'on les met dans une situation de conflit d'intérêts complètement avéré. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Sauf que, du coup, c'est une avance de trésorerie. C'est que la firme paye l'expérience et après, elle récupère l'argent sur le prix du médicament. Là, il va falloir que nous fassions l'avance de trésorerie. C'est-à-dire, la firme ne paiera plus l'essai de phase 3, il faut que ce soit les États qui paient la pharmaco-épidémiologie, comme ça il y aura moins de conflits d'intérêts, sauf qu'il va falloir faire l'avance de trésorerie. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de trésorerie. Voilà. Donc il y a ce problème à régler, mais en tout cas, ce n'est pas un problème méthodologique. Alors, bien sûr, ce que je vous disais là c'est juste l'ouverture d'un débat. Ce n'est pas du tout sûr que ça se passe comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 10 ans, quand on disait ça, tout le monde disait bon, non, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Et maintenant, que ça soit des autorités de santé ou des firmes, tout le monde a conscience que c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Alors, je pense que dans 10 ans, peut-être que ça sera comme ça que ça se passera. Merci pour votre attention.